Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Petite revue de l'actualité économique. Philippe Richard Bertrand, qu'est-ce qui a attiré ton attention dans les derniers jours? La première chose, c'est la faillite d'Evergrande en Chine. En as-tu parlé avec... Oui, j'en ai parlé avec Benoît Dutrisac. C'est un tribunal de Hong Kong qui a ordonné la liquidation du promoteur Evergrande chinois. Le tribunal avait déjà cessé certaines ou ralenti du moins certaines des activités depuis un mois. La voiture, la filiale des voitures électriques, pourquoi? Parce que Evergrande continuait à prendre des dépôts mais livrait pas le service. Alors là, le tribunal s'est comme fâché il y a un mois, puis là, bon, il y a un séquestre qui a été nommé, puis on s'en va. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la plus grande compagnie immobilière mondiale. Ouais. Et elle a accumulé combien de dettes 300 déjà? milliards de dettes, mais sur 225 milliards d'actifs. Fait que c'est pas comme 300 milliards dans le vide, là, mais... comme pour un software qui marche pas. Là, ils ont des buildings. Puis moi, mon point de vue rapidement là-dessus, c'est qu'il y a des immeubles, donc 225 milliards de réalisés et plusieurs terrains et projets en cours qui sont pas encore au bilan d'entreprise. Fait que tu as des terrains avec la possibilité que ça devienne des valeurs éventuellement d'actifs. Fait que la dette était pas disproportionnée par rapport à l'ampleur du projet. Quand tu achètes ta maison, là, je sais pas, à 500 000, ça se peut que tu en doives une grande partie de ça. Bon, pas plus, idéalement, mais c'est ce que je veux dire. Fait que ça, c'est une première affaire. L'autre truc qui est un peu particulier, que tu dis, ils prenaient les dépôts. Puis là, c'est là que ça devient compliqué. C'est que là, il y a beaucoup de gens chinois là, qui ont donné des dépôts. Puis souvent, en Chine, dans une classe moyenne qui vient pas du début du 19e siècle, là, c'est du monde qui viennent d'accéder à la richesse. C'est tout ce qu'ils avaient. Ils ont mis 20 000, 50 000. Leurs économies, là, toutes au leurs complet, économies. là. Et là, l'entreprise est donc mise en liquidation. Est-ce qu'ils vont tout perdre? Fait que le régulateur chinois va être un peu pris parce que c'est des tellement gros montants s'ils prennent de l'argent public. Bon, ça, l'autre affaire que je voulais aussi rajouter à ça, c'est que Evergrande, bon, tu as dit c'est un tribunal de Hong Kong qui a prononcé le truc, mais Hong Kong, ce n'est pas la Chine tout à fait. Hein? Puis les actifs d'Evergrande sont en Chine continentale, donc où Hong Kong n'a pas juridiction. Donc, il y a comme toute une histoire là, de chicane de juridiction qui va devoir se placer. Puis, dans les actionnaires de la filiale hongkongaise mise en liquidation, il y a beaucoup d'investisseurs étrangers. Puis là, en ce moment, la Chine ne veut pas, évidemment, antagoniser les investisseurs étrangers parce que depuis quelques années, il y en a de moins en moins. La Chine a besoin de liquidités européenne, américaine, etc. Donc, c'est tout un jeu là, à bien des niveaux où le politique s'entremêle avec l'économique. Le politique va être super intéressant parce que tu peux pas dire que Hong Kong fait pas partie de la Chine. On respectera pas le jugement, mais d'un autre côté, dire que c'est ton territoire. Exactement. Fait qu'en tout cas, ça va être hautement politique. Autre affaire, Phil, tu te rappelleras, il y a quelques mois, UPS avait convenu d'une entente avec les Teamsters, donc le syndicat. Ils avaient évité de justesse la faillite et ils avaient promis de créer 7500 emplois à temps plein pour pallier à ce qui était perçu comme une pénurie de main-d'œuvre. Drôlement, on a appris cette semaine qu'UPS était comme un peu changé d'idée après avoir signé d'un côté de la bouche, a décidé de mettre à pied 12 000 personnes. C'est vraiment bizarre. Je sais pas comment tu peux pas... À part que... Dans le sens que je veux pas dire que c'est illégal, mais c'est une drôle de manœuvre. Tu dis dans une convention, on va embaucher 7500 personnes, puis quelques mois plus tard, là, pas comme 10 ans, là, quelques mois plus tard, tu licencies 12 000 employés actuels. Honnêtement, tu peux pas plus avoir t'être trompé dans ton modèle d'affaires. Là. En fait, ce que je comprends, Phil, c'est qu'essentiellement, les 12 000 emplois qui ont été coupés, c'est des jobs, grosso modo, en management. Hein? Fait que c'est quand même assez intéressant. Des gestionnaires. Des gestionnaires. Puis, il faut juste remettre 12 000, c'est beaucoup d'humains, là, beaucoup de familles, mais UPS embauche 539 000 personnes à l'échelle de la planète. Fait que c'est comme...
pas un gros pourcentage. C'est 2%. Mais pour moi, c'est quand même fou. Et donc, encore une fois, l'idée, essentiellement, c'est que pour honorer leurs promesses auprès des syndicats, donc essentiellement des cols bleus, des travailleurs, ils coupent dans les cols blancs et ce qu'ils espèrent, c'est d'économiser environ 1 milliard de dollars par année là, suite à ces coupures-là. Juste à titre de référence, le UPS, ça fait comme 94 milliards de revenus par année. Pour moi, quand j'ai vu ça, là, comme, je connais UPS comme tout le monde, mais c'est une très grosse business. C'est une des entreprises dans le monde qui achète le plus d'avions. Avec Amazon, ça donne une idée. Là, très bien, autre nouvelle, la saga Nordvolt, on en a parlé souvent à l'émission. Ils s'en vont en cours. Finalement, ils ont gagné. Mais bon, ça semble se stabiliser. L'usine, les terrains sont en train d'être défrichés. Là, c'est comme ça que ça s'appelle. On est en train de préparer la construction de l'usine, mais il semblerait que ça se stabilise. Ce qui se stabilise pas en parallèle, c'est le milieu électrique, là, dans le sens où les ventes, Tesla n'a jamais vendu autant de véhicules qu'ils ont vendu. Le modèle Y exactement. est le modèle de véhicule le plus vendu au monde. C'est ça, je te dis. C'est sûr que le marché s'en va là. Je suis fan, là, mais comme ça me... Moi, les Camry, là, les Honda Civic, pour moi, c'était dans même à la limite les F-150. Tu as certains modèles iconiques. Le modèle Y est en train de déplacer tous ces autres pour une entreprise qui n'existait pas il y a 10-12 ans. C'est ça. C'est quand même fou. Tu comprends? Puis en plus, Ford ou GM, ça leur a pris des années à se rendre à ce nombre de véhicules vendus. Je suis fier propriétaire d'un Ford électrique, comme tu sais. C'est un changement majeur. Mais bon, en tout cas, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire sur Nordvolt dans le sens où, bon, j'espère qu'on a fait un pari qui va payer. Je trouve ça extrêmement risqué, mais il faut laisser la chance aux coureurs. Rendu là, j'ai beau taper sa table. C'est à peu près 1 000 $ par Québécois qu'on a mis dans cette usine-là. Je trouve ça intéressant. J'ai ça quand tu me donnes des chiffres de même. C'est pire que ce que je pensais. Mon 1 000 $, Phil, ton 1 000 $. Celui de mes enfants. Oui, parce que j'ai inclus les enfants et les personnes de 100 ans et plus là-dedans, bien sûr. Donc, ça, c'est encore une fois un pari qui a été pris. C'est un peu mystérieux pour moi, encore une fois, qui s'est beaucoup intéressé à la chose. J'ai toujours pas vu en bon français, le small print, comme quelles sont les clauses. Chose est certaine, Phil, on l'a dit, je le redis encore une fois, l'augmentation des ventes de véhicules électriques diminue, mais ça continue d'augmenter. Ça croît moins rapidement, mais ça croît quand même, première affaire. Deuxième chose, il y a une autre entreprise là, dont on ne parlera pas parce qu'on n'a pas le temps, mais Sayona Lithium, je ne sais pas si tu suis cette affaire-là, ont mis à pied des gens cette semaine parce que le prix du lithium a baissé de 80%. Bon, mauvaise nouvelle pour Sayona, bonne nouvelle pour les Nordvolt, etc. Parce qu'un intrant majeur dans la composante des batteries, 50% de la valeur des batteries, c'est la cathode. Puis ça, un de ces composantes importantes. La seule affaire, c'est que dans la stratégie, là, il fallait qu'on prenne le minerai du Québec. Dans le sens où il fallait que le lithium vienne du Québec. Là, si les compagnies qui grattent pour trouver du lithium font faillite, puis qu'on est obligé de l'importer, c'est plus le même modèle d'affaires. Là, on se perd dans nos histoires, mais tu sais que Sayona Lithium, là, c'est la 3e compagnie à exploiter ce même site-là. Donc, il y a eu une faillite, une deuxième faillite. Puis là, maintenant, Sayona sont là. Il y avait un beau plan. Puis, tu sais, à un moment donné, le prix de la tonne, là, je me rappelle plus le nom du truc chimique, là, mais qui fait du lithium, était passé là, dans les 1000 et les 1000 à, je pense, 7000 $ la tonne. Puis là, ça a rebaissé comme à 700. Fait qu'évidemment, là, ça va pas super bien. Phil, parlons un petit peu de l'augmentation du salaire minimum. Bon, c'est une nouvelle un peu bateau, là. C'est pas grand-chose à dire. Au mois de mai, le salaire minimum va augmenter de 50 sous. Ça touche 300 000 travailleurs au Québec, un petit peu moins que 300 000. Fait que je passe de 15,25 à 15,75 $. C'est ça? Moi, ce qui m'inquiète là-dessus comme entrepreneur, c'est que, bon, moi, j'ai pas de salariés au salaire minimum, là, on s'entend, mais par contre, l'ensemble de mes salariés se benchmark par rapport au salaire minimum. Tu comprends? Alors, si tu augmentes les salaires minimums... Ils veulent entre 10 et 20 fois, c'est ça, le salaire minimum? Non, mais ils vont tous demander une augmentation. Puis c'est pas toutes les entreprises qui vont pouvoir en donner une. Non, mais je n'ai parlé avec Mario Dumont, comme, 50 sous sur 15,25, c'est 3,2 %. Le coût de la vie a beaucoup augmenté. L'année dernière, tu te rappelleras, le salaire minimum avait augmenté, je pense, de 75 sous par rapport à 14,50. C'était une augmentation de 7 et quelques points de pourcentage. Il y avait
un effet de rattrapage par rapport au niveau du coût de la vie. Puis tu sais, encore une fois, là, tu dis c'est 300 000 personnes, c'est des gens là, qui n'ont pas, une maison, puis un 3e char, puis des REER. Là, souvent, c'est des gens qui vivent de paye en paye. Donc pour moi, 50 sous de l'heure, 40 heures par semaine. Puis là-dedans, il y a probablement des gens à temps partiel, mais même à temps plein, je veux dire, c'est pas non plus une panacée. Là, on parle de moins de 100 50% des travailleurs québécois, là, 50% vit de paye en paye. Mais de paye en paye, quand tu gagnes 100 000 $, c'est une affaire. De paye en paye, quand tu en gagnes 22, c'est une autre. Puis donc, pour moi, de leur donner moins de 100 $ d'augmentation avant impôt par année, ils ne doivent pas payer beaucoup d'impôts quand même, mais bref, je trouve que c'est une petite augmentation. Fait que, on est bien amis avec la FCAI, on leur lève notre chapeau, mais moi, la grande sortie, là, ça va étouffer les PME. Comme, 3% d'augmentation du salaire. Ça va nous étouffer! On va arrêter ça, là. Vite, Phil, la pénurie de logements locatifs va toujours de mal en pis, en fait. Puis c'est comme comment dire, là, c'est une chronique d'une mort annoncée, là, j'aurais envie de dire. Mais évidemment, on fait pas de mise en chantier. Il y a de l'immigration, il y a des gens qui veulent se loger. Puis là, c'est de pire en pire. Donc, essentiellement, ce qu'on voit, là, c'est que l'augmentation du prix moyen du loyer, là, une hausse record l'année dernière de 7,9 %. Là, c'est quand même Je te donne une anecdote de ça. Moi, j'ai un logement locatif dans la région de Charlevoix. Tu l'as augmenté de 7,9 %. Non, je ne l'ai pas augmenté du tout, mais c'est ça. J'ai voulu passer de la location à court terme à une location à long terme, sur un de mes 2 logements. Puis, by the way, je vais faire moins d'argent à faire ça, mais je me suis dit... moins de troubles. Je peux t'aider. Sais-tu combien de demandes j'ai eues en 24 heures? 40. 55 demandes. Et là, c'était tellement que, j'ai fermé l'annonce, parce que là, je dis... On va gérer ce bassin-là. 55 demandes. Puis pas des demandes tout croche, là, du monde, a priori, qui ont de l'air. J'en revenais pas. 55 demandes, un logement à... Puis c'est dans Charlevoix, ta propriété. C'est comme pas non plus le plateau Montréal. Non, c'est ça, Verdun, je te dis. La densité relative est quand même moins grande, mais effectivement, cette problématique-là touche toutes les régions du Québec. Puis c'est intéressant, là, je regardais dans le Journal de Montréal un article, depuis l'an 2000, il n'y a jamais eu une augmentation annuelle aussi importante. Puis j'aime toujours parler d'inflation. On dit l'inflation sous contrôle, puis en avant, je m'en réjouis comme n'importe lequel. On espère évidemment que le taux directeur va diminuer. Mais quand tu vois ça, une augmentation de 7,9 % du loyer moyen. Moyen. Ça veut dire qu'il y a probablement des logements qui ont augmenté de 10 % de 12 % dans l'année. Puis le logement, veut pas, tu regardes ton revenu, là, puis enlève ce que tu dépenses, puis moi, puis n'importe qui que tu gagnes 22 $ de l'heure ou 300 $ de l'heure, c'est généralement un des plus gros postes de dépenses dans un ménage. Fait que quand ce plus gros poste de ménage-là augmente de 8 %, Christy, même si les brocolis augmentent beaucoup ou pas beaucoup, ça change par rapport à 20 ou 25 ou 30 % de ton salaire brut, c'est énorme. Fait que c'est sûr que ça va faire mal. Encore une fois, là, plusieurs groupes là, se lèvent, puis tout le monde crie dans tous les sens. Il n'y a comme pas d'alignement, mais il faut construire du logement, évidemment en respectant l'urbanisme. Mais il n'y a pas personne qui semble savoir quoi faire. Le gouvernement est mêlé, les développeurs sont fâchés, les villes savent quoi faire. C'est vraiment un dossier compliqué. Puis en même temps, il y a des petits villages du Québec, là, je vais en nommer un parce que la petite ville de Saint-Rémy, ça arrive ça de Montréal, qui sont très, en respect de l'environnement, des règles d'urbanisme, puis tout, mais qui veulent eux des logements. Là. Venez vous installer parce qu'il y a des travailleurs qui veulent sortir de la périphérie de Montréal, qui veulent plutôt aller en périphérie, puis ils rendent ça 5 par. Pourquoi ça pousse à Saint-Rémy, mais on n'est pas capable de faire pousser ça à Montréal? Parce que les terrains sont pas chers, parce qu'il n'y a pas de réglementation, parce que sûrement, encore une fois, je fais des hypothèses. Moi, ma seule crainte, Phil, en ce moment, c'est que là, on vit une vraie crise, je la reconnais, puis il faut vraiment construire. En même temps, je lisais plutôt cette semaine dans le journal, je pense, de Montréal, que le gouvernement allait miser sur le préfabriqué, puis encore une fois, j'ai pas d'avis arrêté là-dessus, mais j'ai comme cette crainte un peu viscérale que dans 50 ans, on va regarder genre ce qui a été construit, puis ça va être un peu des logements de marde. Non, on va construire vite, tu comprends? On pourrait avoir une discussion, moi qui est actionnaire dans une entreprise qui fait du préfab. Ça pourrait. Si, je n'ai rien dit. Sommes-nous enregistrés? J'ai écrit de quoi sur LinkedIn là-dessus. Aujourd'hui, by the way, je vais t'envoyer mon petit article. Je te lance un défi. Invite-nous invite-nous quelqu'un de ce domaine-là. Pour en parler. Je serais très intéressé d'en savoir
savoir davantage. C'était notre petite revue d'actualité, chers auditeurs. On se revoit très bientôt pour un prochain segment. Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez Prends pas ça pour du cash. On parle beaucoup du marché de l'immobilier ces temps-ci, mais autour de cet univers-là, il y a plein de services qui existent, évidemment, autant pour le grand public que pour les experts de l'industrie. Et on s'est dit, on cherche toujours à mieux comprendre. Donc, on a eu la bonne idée, Phil a eu la bonne idée, je vais lever mon chapeau, de faire venir en studio l'ex-PDG d'Urban Immersive, qui a tout récemment, là, je comprends bien quelques jours, quelques semaines, quitté son poste de PDG, de président du conseil d'administration. Pour faire quoi? C'est ce qu'on va découvrir avec lui. Ghislain Lemire, bonjour, bienvenue en studio. Ben, merci de m'inviter. Cool. Donc, raconte-nous en quelques mots. Qu'est-ce que fait Urban Immersive pour ça, commencer? exact. OK, ouais, puis on en fait des... tu vois... Déjà, le réflexe faut de parler dire, au on passé. en fait, hein? Tu sais, c'est assez récent que j'ai quitté, que j'étais encore comme... fait ce que Urban Immersive faisait. Faut que je m'habitue. Ben, fais toujours. C'est juste que t'es plus là. C'est ça, je suis plus là. Donc, c'est une entreprise spécialisée en photographie immobilière qui développe ses propres technologies. Donc, autant au niveau de tout ce qui concerne le contenu visuel, ça peut être la photo, les vidéos et surtout les visites 3D. Okay. Donc, si je recule en 2007, là, quand j'ai fondé la compagnie avec mon frère, là, on avait une vision, là, puis on voulait réinventer la façon dont on visitait les maisons en 3D, puis on a toujours tenu le cap avec ça, pour arriver à faire en sorte que Urban Immersive est aujourd'hui un joueur quand même assez important en Amérique du Nord. Après plusieurs acquisitions qu'on a commencé à faire là, dans les années 2019, là, juste avant la pandémie, je pense que c'est fair de dire que Urban Immersive est un des top 5 joueurs en Amérique du Nord. 10 millions de chiffres d'affaires, pas loin de 200 employés, principalement sur la côte Est. Les employés, c'est principalement des photographes qui livrent des services de contenu visuel. Donc, quand je dis contenu visuel, c'est parce que je ne veux pas juste inclure la photo. Là. Quand on envoie aujourd'hui un photographe sur une propriété, c'est à peu près 1 heure. Puis, c'est de la photo, visite 3D et surtout plan de plancher. Ce qui est la grosse tendance aujourd'hui en immobilier. Aux États-Unis, on voit ça de plus en plus. C'est quasiment rendu quasiment obligatoire. En fait, il y a certaines provinces au Canada. C'est comme un plan là, des dimensions approximatives. C'est pas architectural. Là, c'est proche, c'est très précis. Il y a une couple d'années, les courtiers souvent faisaient venir quasiment des architectes là, quasiment, là, je vois pas. Puis aujourd'hui, c'est fait par des photographes immobiliers grâce à des technologies comme Urban Immersive a développé. Donc, ils prennent des petites caméras 360 là, qui sont off-the-shelf, qu'on peut trouver là, chez Future Shop. Ça existe encore, ça? Best Buy. Je pense que c'est Best Buy. C'est ça. Je magasine pas souvent. Non, puis il y a aussi La Source. Oui, c'est ça, exactement. Ne pas oublier. Mais donc, ça, c'est ce que fait, en fait, Urban Immersive, ton ancien employeur, entreprise que tu as cofondée donc il y a 15 ans, comme tu l'expliquais. Ça de même. Bon. Parce que j'étais un employé. Oui, ben c'est ça. Puis là, j'ai lisé un peu ton parcours, puis même toi-même, tu te décris là, sur le web comme un entrepreneur. J'ai su aussi que tu avais fondé d'autres entreprises avant celle-ci. Tu fais ça maintenant pour prendre ta retraite, c'est ça? Puis t'asseoir sur la plage, faire rien pendant les 40 prochaines années, c'est ça le plan? Ça. T'as pas l'air d'être ça dans tes gènes, juste le premier look. Ben, en fait, premièrement, je suis content que tu dises employé, parce que chez Urban Immersive, bien que j'ai fondé la compagnie, avec le temps, là, à un moment donné, tu te dilues beaucoup, j'ai fait beaucoup de levées de fonds. Qui fait partie des raisons je vais pouvoir parler tantôt. Là, je suis arrivé à une écœurantite aiguë de faire des levées de fonds, mais en tout cas, je me suis dilué beaucoup. Je suis parti 50% avec mon frère. Quand j'ai quitté, j'avais 3%, je pense, de la compagnie. Donc, j'étais vraiment entre un employé, salarié, des avantages sociaux, puis le kit. La raison pourquoi j'ai quitté, ça vient d'un vieux rêve. C'est que quand j'étais jeune, j'aurais toujours voulu que mon père ait une business. Il y en avait une, il l'a vendue. Mais moi, dans mon rêve, c'est comme je me voyais dans une entreprise familiale. Puis là, mon fils est un excellent programmeur. Puis il me disait depuis 1 an, moi, je partirai en affaires. Puis là, il me travaillait, puis le kit. Puis à un moment donné, écoute, tout s'est aligné. Fait que je quitte Urban Immersive pour, à 52 ans. Je vais avoir 52 ans le 7 mars. Si jeune. Ouais, start from scratch. C'est vraiment un start-up. Mais là, écoute bien,
15 ans de ta vie. Moi, je te connais depuis plusieurs années. Là, c'est pour ça que j'ai vu une publication que tu as faite dans les médias sociaux qui m'a beaucoup parlé là, du cheminement à comment on arrive après 15 ans de dire, malgré que tu sois un salarié puis que tu n'as que 3 % de la compagnie est à la bourse. Tu sais ce que c'est, ça, Phil? C'est le plus petit violon du monde qui joue juste pour les PDG salariés. Hein, c'est bien dit. mais tu sais, tu avais l'air... Je vais utiliser le mot soulagé. Oui. Mais tu avais l'air à dire, hey, je l'ai amené là, il est temps que je fasse autre chose. J'étais à bout. Écoute, tu sais, il y a puis la pandémie n'a pas aidé. Non. Je veux dire, moi, je pense que j'ai à coin dur, mais arrivé à la pandémie, puis après ça, le marché de l'immobilier aussi crashé. En tout cas, pour nous autres, là, les maisons à vendre, il y en avait quasiment pas. Il y avait moins de listings. Quand il y avait une maison ouais. à vendre, elle se vendait quasiment avec une photo de ton téléphone cellulaire. Tu sais, je disais tantôt que Urban Immersive, c'est une compagnie qui fait environ 10 millions de chiffres d'affaires. Un selfie. Oui, c'est ça que ma maison. On rit, mais oui. Ouais, Hein? Ouais. Mais techniquement, elle devrait rouler entre 15 et 20 millions de chiffres d'affaires. C'est juste qu'il n'y a pas de maison à vendre. Là, ça commence, tu sais. Mais j'étais à bout parce que c'est difficile d'être à la tête d'une entreprise puis de constamment avoir à gérer avec tous les problèmes. T'as beau avoir du monde, j'avais une équipe extraordinaire là, alentour de moi, tu sais, puis c'est vraiment, je pense, je peux considérer que c'est un de mes succès d'avoir bâti une très, très bonne équipe, des gens de passion. Mais veux pas, tu prends toujours ça sur tes épaules. Surtout les levées de fonds. Oui, puis dans ton cas, tu en as fait plusieurs. À chaque année. Parce que je suis très ambitieux dans la vie, puis j'étais toujours on the edge. Donc, la compagnie, elle n'aurait pas être rentable, mais je voulais toujours comme pousser un peu plus les technologies. Donc, je gardais des niveaux de dépenses dans le département dev un petit peu plus haut. Technologie. Mais, tu sais, j'avais pas de leeway. Là. Ça veut dire que, tu sais, à un moment donné, si le marché baissait, c'est ça qui est arrivé, OK, il faut que je relève de l'argent. Mais, on avait une bonne équipe, bonne technologie, je réussissais à le faire. Mais au bout du compte, à un moment donné, c'est comme, écoute, c'est une entreprise publique. Hein? Fait que tu as de la pression pour performer. C'est pas comme une entreprise privée où c'est que tu te dis, ben là, tu sais, personne qui sait ce qui se passe. Ce qui se passe en arrière des communiqués de presse, là, ça regarde personne. D'autres, c'est pas le cas. Puis après plusieurs années, veux pas, tu te fais une masse d'investisseurs. Ils te connaissent. Eux autres te connaissent tous. Ils ont une personne à connaître. Hein? C'est Justin Lemay. Puis mon numéro de téléphone est dans tous les communiqués de presse. Moi, je peux pas connaître 3000 personnes. Fait souvent, il y avait des investisseurs qui m'appelaient. Ça faisait 1 an, j'aurais parlé, 2 ans, 5 ans. Ils étaient là depuis le début. J'ai 10 000 actions. Il y a 70 millions d'actions en circulation chez Urban Immersive. J'ai 10 000 actions. Là, j'aimerais ça amener mon propos à... Tu sais, je pense que dans ton communiqué de presse, la ligne ici... Mais ça, j'avais ça constamment. Hein? Mais fait que j'allais te poser cette question-là parce que, tu sais, je travaille, moi, puis Phil, même chose. On travaille comme consultant avec plein d'entreprises différentes. Puis, je veux dire, c'est une belle entreprise que tu as construite certainement, mais tu sais, souvent, les entrées en bourse, ça se fait des valorisations de 100 millions et plus. Tu sais, une entreprise qui faisait, comme tu disais, 10 millions, je veux dire, je suis surpris de cette technique de financement que tu as choisi. Je voudrais un petit peu t'entendre justement sur pourquoi elle est publique, tu sais, puis c'est quand tu es un small cap, ouais, une petite capitalisation. C'est beaucoup de complexité, là, tu sais, la comptabilité, les normes IFRS, comme j'en ai vu des business faire ça, mais c'est comme, ça prend comme, faut que tu veuilles, là, tu sais, fait que j'étais un peu, quand Phil m'a dit il était coté en bourse, je suis comme, ah oui, ben, tu sais, no offense, j'avais jamais entendu parler d'Urban Immersive. C'est tout petit, là. Ouais, c'est ça, mais c'est comme. Puis là, je suis allé voir, puis tu sais, c'est comme, ah, ça a coté en bourse, tu sais. Fait que je voulais un peu t'entendre sur l'expérience de ça, le choix que tu as fait, puis de la complexité qui vient avec ça. Ouais. Bon, premièrement, je recommencerai jamais. C'est clair! C'est clair. Puis oui, tu as raison. Ce que je peux aussi suggérer à quiconque qui veut rentrer à la bourse, il faut vraiment que tu aies un modèle d'affaires solide, il faut vraiment que tu aies des bons revenus. Mais si tu recules en 2007, 2008, 2009, puis là, ici, je ne veux pas rentrer en politique, OK? Mais j'ai mon mot à dire. Il existait, par exemple, puis vous avez sûrement entendu parler de ça, les REA. Ouais, t'as entendu parler de ça, toi. Hein? Mais ça, c'est plus vieux que ces années-là. Ça, c'est 80, 1980. Pas que le parti politique les a éliminés, mais ils ont éliminé. Ça veut dire quoi? C'est que moi, quand je suis rentré public là, en 2008-2009, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait comme ça allait pas bien l'économie, hein? 2008, c'était après la crise financière. Exactement. Un des moyens de se financer aussi au Québec, ben, si tu t'inscrivais, si tu allais public, tu étais éligible pour mettre tes actions sous le régime REA. Ça veut dire que les investisseurs investissaient, il y avait un retour d'impôt au même titre que, mettons, avec la FTQ. Tu sais, quand tu avais une cotisation, une bonification de ta cotisation. Puis, comme il n'y avait pas beaucoup d'entreprises qui voulaient s'inscrire à la bourse, ben, il y avait beaucoup de fonds disponibles. Donc, quand on a réussi à inscrire, en fait, on a fait un reverse takeover. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a inscrit un shell public. On va chercher 200 actionnaires qui mettent à peu près 1000-2000 $. Une fois qu'on a eu ça, on a fait un reverse takeover, on a été REA, puis 2 semaines après, on avait 2,5 millions de levées. Fait que mais quand les REA sont partis,
Puis ça, c'est juste un mois après, je me suis fait offrir de mettre 1 million. Tu sais, je courais pas après l'argent, mais il y avait des fonds réels disponibles. Mais je pense un an ou deux après, certains partis politiques retiré le programme pour les entreprises publiques. Puis ça fait très mal. C'est là qu'on a vu, je pense, un déclin dans les petites entreprises pour vouloir aller sur le TSX Venture. Puis ça manque encore, je vous dirais. Les minières, donc les entreprises sur le TSX Venture, dans les ressources, ont encore ce qu'on appelle des actions accréditives. Mm-hmm. J'avais le mot en anglais, mais je ne sais pas en français, mais grosso modo, ils ont encore ce genre de bonification-là dans l'émission des actions, ce qui fait que c'est plus facile pour eux autres sur le TSX Venture de lever plusieurs millions que les entreprises en technologie. En technologie, dans le fond, là, monte ta business à 50-100 millions, puis va-t'en sur le TSX direct ou sur le Nasdaq. Tu sais. Là, il y a quand même un truc, moi je suis très intrigué de t'entendre là-dessus. Vous avez fait une entrée en bourse à 2,50 $. Oh my God, ça dépend si tu regardes le reverse split ou pas. Okay, ça dépend. Mais en tout cas, en dollars d'aujourd'hui. En dollars, ça, je ne pourrais pas te le dire. Je pense que tu as peut-être raison. Selon les données du TSX, la valeur avec les actions d'aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans les technicalités là, pour le public, mais mettons. En dollars d'aujourd'hui, ça pourrait être ça. Dans ce ordre de je pense grandeur, que ça a monté à 3 $, là, en tout cas en dollars, toujours en actions d'aujourd'hui. Ouais. Puis là, à matin, la valeur de l'action... là, tu tournes le couteau dans la plaie. Non, mais... je le dis-tu ou je laisse les gens faire la recherche? Non, c'est public. L'action valait 2 cents. Oui, puis c'est vraiment... Je veux plus... Je veux pas... C'est pas... Mais... Non, vas-y. Non, mais tu sais, on en a entendu parler des compagnies là, qui sont fortement dévalorisées. Puis tu sembles croire que le modèle a encore de la valeur. Oui, beaucoup. Fait que, des fois, ce qui se passe en bourse, c'est pas... Tu le dis, dans les entreprises familiales, les entreprises privées, on voit pas les hauts et les bas, mais dans le public, c'est comme... C'est malade, hein? Ça a l'air d'une compagnie mourante, alors que tu me dis, pourtant, la business, elle roule encore, il y a encore de l'avenir, etc. Fait que j'aimerais un peu t'entendre sur cette espèce de downfall, de plusieurs questions à ta question. 99% de la valeur. Mais parlons de ça, là, comme, comment tu vois ça, cette histoire-là, en termes de valorisation boursière? Il faut rewinder un peu. Ouais. Puis oui, moi, dans le fond, quand j'ai regardé mes actions un bout de temps, là, avant la pandémie, j'étais... T'étais riche? Oui, en plus. Sur papier. On paper. J'étais vraiment heureux, puis je voyais vraiment en fond de pension. C'est qui était riche sur papier? Sam Bankman-Fried de FTX, il était très riche sur papier aussi. Allons ailleurs. Le gars, il va sortir. C'est ça. Alors, t'écoutes. Bon, la pandémie, c'est sûr que ça a rentré dans Urban Immersive, parce qu'à ce moment-là, on sentait que, OK, ça va être plus difficile. Après la pandémie, le marché immobilier a vraiment tombé. Mais pour nous, tomber, il est hot, le marché immobilier. Excuse, tu sais, les maisons, ça s'en est de même. On en a parlé tantôt. Ça se vend sur un selfie. Nous autres, si ça se vend sur un selfie, le courtier immobilier n'a pas besoin de 3D, de floor plan, puis de photos, là, dans le fond. Fait que nos revenus ont beaucoup baissé. En avril 2023, puis ça, quand tu es public, tu es obligé d'annoncer tes mauvaises nouvelles. Bien sûr. Tu sais, souvent, tu vois, les compagnies font des beaux communiqués de presse. J'en lis des fois, puis je me dis, tu sais, been there, done that, là, je sais que tu joues du violon à tabarnouche. Mais quand ça va mal, tu joues du violon, mais il faut que tu le dises parce que c'est les règles du exchange. Fait qu'on a annoncé le 4 avril qu'on était sur bord de fête. Ça, c'est en 2023. En fait, moi, quand j'ai annoncé ça, j'ai fait un communiqué de presse. Mon équipe a resté surprise parce que dans le fond, tu sais, c'est comme, écoute, je pense qu'on peut encore, tu sais, avoir des chances de s'en sortir. Je dis oui, peut-être, mais regarde, moi, quand je me couche le soir, là, je dors en paix. C'est des règles, on l'annonce. Quand je l'ai annoncé, le stock est parti de 30 cents, qui était déjà dévalorisé. Je reparlerai de la valorisation tantôt. Puis là, il est descendu, je pense, à 5-10 cents. Fait que les gens ont perdu confiance dans Urban Immersive, mais moi, j'ai fait mes devoirs de fiduciaire au niveau des actions. Ouais. J'ai dit, ça va mal. Ça allait vraiment mal. Je pense à ce moment-là, quand j'ai fait l'annonce, il devait nous rester peut-être un mois ou deux de cash. Fait que c'est pas beaucoup, ça, pour une compagnie qui a un payroll. Imaginez 10 millions de chiffre d'affaires, le payroll, ça rentre au poste à chaque 2 semaines. Ouais. Fait que... mais il s'est passé quelque chose de magique. Écoute, j'ai réussi à lever 750 000 avec quasiment un ange, un investisseur qui, après 30 minutes de pitch, tu sais quoi, dis-moi je t'aime. J'ai confiance. Je sais pas ce qui... écoute, regarde. C'est pas juste des mauvaises nouvelles.
peut-être une petite dernière question, Phil, pour wrap-up. Le milieu de l'immobilier, de l'habitation, là, c'est comme dans les nouvelles. Puis bon, je sais que tu essaies d'en sortir, mais j'essaie de t'y ramener l'espace d'un petit segment de télé, mais va pas super bien. Là. Tu parlais de vente rapide, mais bon, la construction va pas super bien, les prix augmentent rapidement. Si demain matin, je te donnais la job de ministre de l'Habitation, tu ferais quoi? Oh my God. Mais je pense que le problème, c'est au niveau... Si Marie-Hélène Duranceau nous écoute, all the answers are here. Pas faire la politique, mais c'est clair. T'as dit que t'en faisais tantôt. Mais c'est clair, je pense qu'il y a une crise du logement. Ouais. C'est ce qui fait que les maisons, prennent autant de valeur. Puis, je parle pour Urban Immersive en tant que tel. Les maisons se vendent trop facilement, donc c'est plus difficile. Mais c'est certain qu'il manque de logement. Puis ça, il faut que ça soit réglé, t'sais. On entend beaucoup parler... T'as pas une baguette magique pour faire arriver ça. Mais j'aimerais ça dire, parce que j'ai des amis constructeurs, j'aimerais ça dire qu'il y a peut-être un problème de terrain, de disponibilité de terrain puis de réglementation. On entend souvent parler de réglementation. Pour avoir des permis pour construire, c'est compliqué. Mais d'abord, pour avoir des permis pour construire, il faut peut-être trouver le terrain, puis tu t'es battu pour l'avoir, parce que les terrains sont chers, premièrement. Après ça, c'est les permis. Il y a beaucoup de réglementation. Je pense que si on veut faciliter la vie aux entrepreneurs pour construire, ça pourrait régler le problème. Si tu es déjà fini, tu me disais une dernière question. Oui, parce que, écoute, ça va vite. Mais Ghislain Lemire, ex-CEO d'Urban Immersive, on va t'inviter je garde dans la tête que tu te relances, tu lances un start-up. Estate Funnel, c'est des sites web courtiers immobiliers avec toute la lead gen, etc. On va t'inviter pour ça. Le père et le fils. Oui, puis à 52 ans, partir un start-up, ça va être quelque chose. Je lève mon chapeau. Il y a l'expérience en arrière de la cravate. Avec la puissance de mon fils. Donc, l'expérience, la puissance, on va voir ce que ça donne. Merci, Ghislain. Merci, Ghislain. Merci. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard-Bertrand. Prends pas ça pour du cash. On a l'immense plaisir d'accueillir avec nous en studio Déborah Lévy. Elle est rédactrice en chef du magazine Première en Affaires, que je tiens ici entre les mains, et qui dévoilait ces derniers jours le 5e palmarès des femmes en affaires. C'est ça, Déborah? Dis-nous un petit peu dans quel contexte vous préparez ce palmarès annuel et comment est-ce que c'est fait de votre côté? C'est le 5e palmarès des entreprises au féminin. Des entreprises au féminin, excuse-moi. Voilà, merci de me corriger. De Première en Affaires. Et c'est un recensement, en fait. Donc, c'est une liste non exhaustive qu'on nourrit depuis 5 ans avec des partenaires d'affaires comme la CDPQ. Et cette liste, elle comprend des entreprises qui ont un chiffre d'affaires de plus que 5 millions de dollars et des entreprises qui sont les étoiles montantes, qui ont un chiffre d'affaires qui est situé entre 1 et 5 millions de dollars. Évidemment, il y a des critères qui sont importants à respecter, bien sûr. Oui. Peux-tu nous en dire un peu plus justement sur ces critères, Déborah? Oui. Donc, on privilégie les modèles qui ont des structures juridiques simples. Alors, par le passé, ça veut dire qu'on refusait les coopératives comme les cabinets d'avocats ou des entreprises comme Agrilet. C'est sûr que d'année en année, le palmarès, il y a de plus en plus d'intérêt. Donc, il faut quand même affiner les critères. Et pour la méthodologie, c'est avec Léger. Donc, toutes les données sont compilées par Léger. On apprenait, là, puis je lisais justement là, quelques éléments là-dedans, mais bon, il y a de très bonnes nouvelles quand même pour l'entrepreneuriat féminin au Québec. Quelques statistiques, là, 41% des entreprises du palmarès existent depuis plus de 26 ans. C'est quand même des entreprises qui perdurent dans le temps. D'autres éléments, là, plusieurs font de l'exportation, 39%, 87% connaissent une croissance, 63% un siège à l'extérieur de la région montréalaise. C'est un panorama qui est quand même assez diversifié et riche, j'ai l'impression, Déborah? Ben oui, bien sûr, parce que entreprendre au féminin, ça va d'une maman qui est dans son sous-sol puis qui fait des ateliers de couture pour les amis de ses enfants, jusqu'à une femme d'affaires comme Madeleine Paquin qui dirige Logistec, une entreprise cotée en bourse. Ça représente vraiment toute la diversité de ces entreprises, mais aussi de la phase de vie des femmes qui les gèrent. Et donc, ces entreprises-là, elles sont, oui, pérennes, justement. Donc, leur moyenne d'âge, c'est de 25 ans. On les retrouve d'année en année. Ça fait à peu près 5 ans qu'on suit environ 200 entreprises. Et la moyenne d'âge des chefs d'entreprise qui sont à la tête de ces entreprises, eh bien, c'est de 46 ans. Je peux en dire davantage sur les secteurs. On t'écoute. Donc, il y a vraiment toutes sortes de secteurs. Ça va des services, la construction,
l'alimentation, la beauté, et il y a vraiment une diversité de modèles de croissance. Donc, on a des modèles de croissance par acquisition. On connaît bien sûr Judith Fetzer de Cookit, ou bien même Marilyn Gagné de Dermapure, c'est les cliniques de chirurgie esthétique. Il y a des entreprises qui sont issues de la relève. Alors, vous devez certainement connaître Anne-Marie Trudeau, c'est les produits des arts de la table Trudeau. Ou bien Sylvie Roy, de Roy Ménager, Entretien Ménager. Ça, ce sont des entreprises qui existent depuis 2, 3, parfois 4 générations. Et qui ont été reprises par des femmes qui sont désormais à leur tête, c'est ça? Exactement, exactement. Avant, oui, pardon. C'est sûr qu'on n'est pas encore arrivé à la parité du nombre d'entreprises détenues par des hommes versus celles détenues par des femmes. Il n'y a pas de parité encore. Mais est-ce qu'il y a une certaine croissance dans les dernières années? J'ai comme l'impression, comme homme d'affaires moi-même, que je vois beaucoup plus de femmes d'affaires qu'il y a quand j'ai commencé en 98, là. Elles sont beaucoup plus visibles. Est-ce qu'il y en a plus? Je ne peux pas vous dire. Donc, non, on n'est pas à l'Institut de la statistique du Québec, mais elles sont plus visibles. Et c'est sûr que dans les médias, c'est intéressant d'entendre ces histoires. C'est des histoires qui inspirent. Effectivement. Hors d'onde, Philippe posait la question là, sur une ancienne... Ah oui, en fait, c'est parce que je crois que Michel Bazin, qui est une femme extraordinaire là, que je connais encore. Là, et donc, ma question... Déborah Lévy, vous êtes vous-même une entrepreneur, pourrait-on dire? Enfin, on peut pas dire. Vous êtes donc rédactrice en chef, mais aussi propriétaire de ce magazine Première en affaires. C'est un magazine qui semble aller bien dans un contexte où, pour l'édition de magazines, c'est pas tout à fait facile nécessairement. Parlez-nous un peu de Première en affaires as a business. Ça existe depuis 2007. Donc, nous, on a repris ce magazine-là avec mon associé en 2017. Et donc, en 2007, on a hérité d'un nom et d'une réputation et d'un magazine crédible, d'une marque très, très forte. Alors, vous dire que ça va bien, on travaille beaucoup. On est une micro-équipe. En ce moment, je cherche à recruter 3, 4, 5 personnes. Donc, on travaille beaucoup. Est-ce que ça va bien? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on est rentable. Et donc, on essaye de continuer à publier le magazine. Notre mission, c'est vraiment de continuer la parution papier. Donc, Michel Bazin, effectivement, était dans l'équipe avec Marine Thomas, qui est aujourd'hui rédactrice en chef du journal Les Affaires, Margarita Lafontaine. Donc, cette équipe-là a mené ce magazine pendant plusieurs années et nous l'avons repris en 2017 avec mon associé. Histoire que je ne connaissais pas. Voilà. Et donc, tu peux pas... On peut se tutoyer, Déborah? Oui, tu ne peux pas nous dire si ça va bien, mais en même temps, donc tu dis, vous êtes rentable. Le magazine, comme on l'a dit, est en 5e palmarès de l'entrepreneur féminin. Il semble y avoir quand même une certaine lancée, je pense qu'on peut dire, pour Première en affaires. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir? Je suis pas à la recherche d'un scoop, mais qu'est-ce qu'il y a dans le ciel d'inscrits là, pour toi et pour le magazine? On peut peut-être parler de l'avenir des médias. Ouais. Je ne sais pas, c'est une grosse question en fait, parce que c'est sûr que le magazine est pertinent, ça plaît. Après, comment s'insérer dans un contexte où la diffusion est de plus en plus morcelée? Donc, je vous dirais que l'avenir du magazine, ça va dépendre de l'avenir de l'équipe et de comment le magazine va pouvoir se structurer pour perdurer. Donc, c'est important vraiment qu'une entreprise ne repose pas sur une seule personne et qu'elle soit, je vous dirais, ancrée dans une équipe solide pour que l'avenir du magazine soit pérenne. Et c'est qui les principaux alliés quand on se lance dans une aventure comme celle-là? Ce sont les banquiers, je présume les annonceurs. Les annonceurs. Oui. Comment est-ce qu'on s'entoure, disons, là, pour s'assurer justement de la pérennité et puis de ne pas être seule femme à la tête du navire? Là? Mais les annonceurs et l'écosystème, il y a quand même un écosystème très, très important au Québec. Pour ça, vous parliez tout à l'heure de parité. C'est très progressiste au Québec. Donc, on veut que les femmes réussissent, on les pousse, on les aide. Il y a toute une gamme de personnes et de femmes qui sont aux commandes, je vous dirais même d'agences de communication, tout un écosystème. Oui, les banques, mais aussi d'autres grandes entreprises et petites entreprises. Et donc, cet écosystème-là va soutenir le magazine en autant que ce magazine-là remplit une vocation pour l'écosystème et je pense aussi peut-être pour le paysage médiatique. Ça, je ne peux pas vous le dire.
Revenons peut-être à l'objet là, de ce palmarès. Donc, vous nous nommez là, 234 entreprises. Il y a plusieurs profils dans la revue. D'ailleurs, on peut acheter ça dans tous les bons kiosques. Oui, il reste quelques kiosques. Dans les multimags. On peut s'abonner. On peut s'abonner, mais on peut aussi aller faire une petite promenade, je sais pas moi, sur la rue Saint-Laurent où il y a des multimags. En tout cas, il y en a un peu partout au Québec. Sur Mont-Royal aussi. Oui, il y en a aussi sur Mont-Royal. Et donc, ma question, Déborah, qu'est-ce qui... Bon, Philippe parlait de parité ou en fait de l'augmentation ou pas là, du nombre en proportion, mais moi, j'aimerais un peu t'entendre sur... C'est quoi à travers tous ces profils, quels sont les défis justement auxquels font face les femmes entrepreneurs encore aujourd'hui? Bon, tu disais le Québec, bon, peut-être un peu plus progressiste et tout, mais je devine qu'il y a quand même encore des obstacles, etc. Donc, qu'est-ce qui émerge là, de ces initiatives que vous menez chez Première en Affaires? Un gros défi, c'est le rôle social que les femmes ont. Donc, c'est comme ça, on est différentes, biologiquement, on est différentes, on est mère, on est mère au foyer, on s'occupe encore de la famille. Donc, je crois que c'est ce que je retiens des rencontres et des entrevues qu'on a faites. Ce que je peux vous dire, c'est que toutes ces femmes, elles traversent, par contre, et en revanche, et même en plus, toutes les vagues, comme les hommes, donc de l'économie, tout ce qui peut arriver dans l'économie. Inflation, COVID, tout ça. Pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui, c'est l'enjeu le plus important, c'est la pénurie de main-d'œuvre, ou du moins la difficulté à recruter. Il y a quand même plusieurs bonnes nouvelles, pourrait-on dire. Puis encore une fois, je suis loin de croire, je suis persuadé qu'il faut en faire plus, mais par exemple, la Caisse de dépôt, on en parlait, a lancé il y a quelques années un programme qui s'appelle Chef de file. Il y a des fonds d'investissement maintenant, Axelia Capital, qui fait que du financement d'entreprises au féminin. Il y a Evol, je crois, qui fait à la fois de l'accompagnement, du financement, toutes sortes d'autres initiatives. Est-ce que c'est suffisant? Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à ce buffet d'aide et de possibilités d'accompagnement des femmes entrepreneurs au Québec? La croissance est au rendez-vous. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Je veux dire, les entreprises sont là et elles sont pérennes. C'est ce qu'on dénote, en tout cas, de ces analyses, ou du moins de ce qu'on a collecté pendant les 5 dernières années. Petite question en terminant de tout ça, là, puis sans vouloir jouer aux favoris, mais un coup de cœur du palmarès cette année, tu nous en as nommé déjà quelques-unes, mais quel profil faut-il absolument lire ou quelle histoire t'a marqué? Oui, je sais, c'est ingrat. Alors, je dirais Haute-Vic et l'histoire de Marilyn Gagné de Dermapur. Très, très, très belle histoire. Haute-Vic, c'est des vêtements. Oui, des manteaux. Peut-être quelques mots d'hiver. Donc, les manteaux d'hiver Haute-Vic. Évidemment, les shampoings Be Kind. Donc, toutes ces histoires-là et aussi comment ces marques vont s'insérer dans le quotidien des Québécois. Je pourrais aussi parler de Karine Jonca. Donc, c'est une cosméticienne québécoise et maintenant, ses crèmes de jour sont numéro 1 dans les pharmacies au Québec. Ça veut dire que concrètement, elle vend plus de crèmes que L'Oréal. C'est vraiment, en tout cas, une belle réalisation que vous avez là. Bravo. S'il en reste dans les multimags, là, pas pour faire de la pub pour un autre, mais allez vite vous en procurer les dernières copies. Abonnez-vous quand même. Sinon, je pense que tu l'as dit, les annonceurs, mais je pense que l'abonnement peut être aussi une façon de soutenir le magazine. Moi, en tout cas, je suis abonné et puis toujours très fier de le recevoir. Donc, merci, Déborah Lévy, d'avoir été avec nous en studio. Merci. À très bientôt. À bientôt. Un flux sans interférence. Pour une écoute plus que rentable. Prends pas ça pour du cash. On est avec notre invité Thiago Bolognese, qui est quelqu'un qu'on connaît bien de Grit Nutrition, qui est un eau protéinée sans sucre. Salut. Thiago. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu peux-tu nous parler un peu de pourquoi tu as décidé de lancer une boisson protéinée sans sucre? Oui. Ben, écoute, quand l'idée nous est venue, moi et mon associé, c'était au tout début de la pandémie, où est-ce que là, les gens tombaient un petit peu plus sédentaires, les gyms fermaient, les gens travaillaient plus à la maison, puis commençaient à se chercher des alternatives pour avoir une alimentation un peu plus saine. On a le profil du gym buff, là, si je peux me permettre, qui est déjà habitué d'aller acheter sa canisse, là, le gros pot là, de poudre en protéines. Il met ça dans son shaker. Il comprend la valeur de l'alimentation. Il fait sa préparation de repas à toutes les semaines. C'est bon. Mais après ça, on a monsieur, madame, tout le monde qui se retrouve dans un dépanneur, dans une épicerie, puis qui regarde des produits puis qui n'ont pas tant d'alternatives santé.
Et donc là, on a commencé à regarder qu'est-ce qui se faisait, qu'est-ce qui manquait là, sur le marché. Puis on s'est dit, attends une minute, à part les barres de protéines qui sont terreuses dans la bouche, qui sont lourdes, à part un lait frappé qui est quand même assez lourd, assez velouté. Moi, quand je finis de faire mon jogging, là, j'ai pas le goût de me caler genre un lait frappé. On s'est dit, peut-être que... Pourquoi avec pas... du yogourt. C'est en plein ça. Pourquoi pas faire de l'eau Du protéinée? yogourt Liberté 9% matière grasse. Excuse-moi, Thiago. Ben non. Fait que de là nous est venue l'idée de trouver quelque chose qui allait être désaltérant, puis qui allait être santé, parce que quand on regarde déjà ces produits qui sont sur le marché, c'est bourré de sucre, c'est bourré de produits chimiques, d'agents de conservation. Puis on s'est dit, ça ne doit pas être si compliqué d'arriver avec une solution qui est santé, que monsieur, madame, tout le monde vont avoir accès sans aller s'acheter le gros pot de 18 kilos là, de poudre. Puis, est-ce que ça a été compliqué d'arriver à une recette, dans le sens un mix qui est bon au goût, qui est justement sans sucre, parce qu'encore, on le répète, il y a un petit peu de stevia dedans, une petite pincette de stevia, Ouais. mais il n'y a pas de sucralose ou dextrose ou un paquet d'engins très sucrants, mais qui sont pas nécessairement très bons pour la santé. Là. Alors, la recette, a-t-il été compliquée à trouver? Quand même, je te dirais, parce que juste trouver la bonne protéine, donc dans une de nos canettes, il y a 20 grammes de protéines, ce qui est quand même énorme pour une petite canette. Et de là vient le fait de trouver une façon de mélanger le produit sans que ça devienne justement lourd et velouté. Aussi que ça puisse se conserver sans ajouter des produits de conservation. Donc, généralement, le sucre est là pour aider, pour pallier à ça quand la boisson n'est pas assez acide, etc. Donc, juste développer une recette qui soit stable, qui puisse se conserver sur une tablette assez longtemps sans mettre tous les additifs nécessaires. On a travaillé dessus environ une bonne année, là. Pour arriver à une recette. Pour avoir une recette. C'est sûr que, tu sais, moi, je m'en cache pas. Je l'utilise. Là, c'est comme ça que je l'ai connu. Je l'utilise parce que je m'entraîne beaucoup. À chaque semaine, Phil il invite quelqu'un à l'émission qui est genre un provider de ses passions sportives. Exactement. Exactement. Mais à la grande différence de bien de nos collègues animateurs, Tu fabriques pas des bobettes sportives aussi? Je paye mes produits. Je lui achète. Pas encore. Je lui achète mes produits. Mais, tu sais, ce qui m'a toujours, moi, comme... je suis vraiment content d'avoir trouvé ce produit-là parce que, tu sais, tu t'entraînes, puis après ça, si tu t'entraînes de façon assez intensive, il faut que tu prennes des protéines après t'être entraîné. Ça aide à la récupération. Tu sais, il y a des effets importants. Mais le problème, c'est que ce que tu avais avant, c'est un gros shake, comme tu as dit, avec du lait, du yogourt, des fruits. Tu sais, tu essaies de changer le goût du pot que tu fais juste mettre la poudre. Tu essaies de mettre des fruits pour que ça change de goût. Mais tu viens de rajouter tout le sucre que tu as brûlé. C'est exact. Tu sais, juste de pouvoir prendre la protéine qui n'a pas de sucre, mais là, tu fais ton apport en protéines. Tu sais, donc, est-ce que tu trouves que les gens prennent ça pour ça ou ils prennent ça comme un supplément alimentaire? Écoute, c'est la super bonne. Tu as touché le point sensible. C'est que les gens, quand on parle de protéines, ils pensent que c'est uniquement pour les athlètes, pour les gens qui s'entraînent, qui ont besoin de renforcer les muscles. Bien sûr, la protéine, elle est là pour ça. Mais monsieur, madame, tout le monde là, ne consomme pas assez de protéines dans la journée. Il y a des règles mathématiques à ça pour pouvoir calculer un peu l'apport protéinique que j'ai besoin selon mon niveau d'activité, selon mon poids, etc. La règle facile, c'est prendre son poids en kilos. Donc, si je pèse 90 kilos, j'ai besoin de manger environ 90 grammes de protéines dans une journée. Fait que 5 canettes. Faites 5 canettes. Ben, je me nourrirais pas juste à ça. C'est ça pendant une semaine. On va voir ce qui m'arrive. Faites le calcul. Je sais pas si je vais me rendre à la prochaine émission, mais... C'est beaucoup 5 canettes, mais je vous dirais... Il n'y a pas grand monde. Monsieur, madame, tout le monde ne consomme pas assez de protéines dans leur journée. Plus on fait de l'exercice puis qu'on est en forme, plus on a besoin d'augmenter cet apport protéinique. Mais reste que 90 grammes de protéines, là, c'est quand même beaucoup pour le poids moyen de la personne. Par exemple, c'est 90 grammes c'est 20 grammes de protéines pour 80 calories. C'est ce mix-là qui est hyper intéressant. Surtout si tu travailles en performance sportive. T'sais. Juste pour pas qu'on se perde dans tout ça, là, une canette de Coke, c'est 140 calories, donc presque le double de ce qu'il y a là-dedans, et 0 protéines, évidemment. C'est de l'eau avec du sucre. Puis combien de sucre donc, pour le c'est fun, ça, 39 grammes. C'est pas du bon, c'est pas du sucre... C'est pas du bon sucre. C'est pas une pomme, là. C'est pas une pomme.
Moi, je suis un peu intrigué. On s'est connus, Thiago, dans une autre vie, on dirait. Tu étais directeur régional des ventes, là, je pense, pas chez Rogers. Qu'est-ce qui t'a fait, comme, tu sais, c'est quand même un corporate job secure, en tout cas, de la manière que ça se voyait de l'externe. Qu'est-ce qui t'a fait faire le saut vers l'entrepreneuriat? Puis, tu disais que tu avais un partenaire. J'aimerais un peu en comprendre un petit peu plus sur la business de Grit, comment c'est financé, comment ça fonctionne. Est-ce que vous vivez juste de ça? Parle-nous un peu de tout ça. Là. Super bonne question. Donc, moi et mon associé, on s'est rencontrés dans les deux. On travaillait ensemble à l'époque. Okay. Chez Rogers. C'était exact. Puis, on a chacun une passion entrepreneuriale. Je te dirais qu'on était les deux des intrapreneurs. Même au sein des grandes corporations où on a travaillé, on avait toujours cette fibre-là. Mon associé avait déjà eu d'autres entreprises aussi par le passé. Puis moi, j'ai toujours dit que j'allais me lancer en affaires avec lui. Et donc, quand on a vu l'opportunité de Grit sur le marché, on a dit, attends, mais c'est un produit qui est unique, qui n'existe presque pas dans le monde, c'est la chance en or. Je te dirais que notre motivation personnelle, c'était lui, il s'entraîne, lui, c'est un gym buff. Il va 6 fois par semaine au gym. Là. Plus que moi. T'as l'air d'être bien shapé quand même, toi aussi. Ouais, merci, c'est gentil. C'est gentil, je vais prendre le compliment. Je connais aussi son parlement, mais lui, il a des enfants. C'est ça qu'il garde. Du bench press stick. Je le faisais avant pour le fun. Mais donc, de là, moi, je suis plus celui qui va se faire, genre, ses repas tous les jours religieusement. Okay. Je mange pas de junk food. Je me fais ma salade repas. Je calcule mes protéines de ma journée juste pour au moins me tenir en forme et en santé. Fait qu'on a deux profils de consommateurs parfaits. Lui, il s'entraîne, il calcule ses macros. Là. Moi, non. Mais je vais faire attention, je n'irai pas au McDo, je n'irai pas me chercher une collation dépanneur qui n'est pas bonne. Je cuisine tout le temps, je ne commande pas de take-out. Donc, de là est venue un peu la motivation d'aller vers un produit comme celui-là. Là. Fait que ma deuxième question, au jour d'aujourd'hui, est-ce que les ventes, en tout cas, ça nous doit voler des chiffres secrets, là, mais je veux dire, est-ce que vous en vendez suffisamment? Vous êtes juste au Québec, puis est-ce que c'est assez pour vivre de ça aujourd'hui? Non, ce n'est pas assez. On est à notre 3e année en ce moment, officiellement, qu'on est enregistré, qu'on est Inc., qu'on est incorporé. Puis même là, rendu à la 3e année, ça a été 2 belles années de R&D. R&D qui sont très coûteuses. Puis je tiens quand même à faire un petit clin d'œil. Là, on a beaucoup d'organismes au Québec pour supporter des entrepreneurs dans des démarches comme ça. La MAPAC, justement, dans un produit alimentaire comme le nôtre, qui est très nouveau. Il faut les mentionner. Là, ils ont beaucoup d'appui. Mais rendu là, quand on regarde, on était dans une phase post-COVID aussi, où est-ce que le coût de tout a augmenté, le coût de production, le coût de la chaîne logistique, le coût de la main-d'œuvre, le coût de l'essence, là, parce qu'il faut penser que notre produit, la matière première, passe par des distributeurs, des transporteurs. Après ça, on arrive dans la vente au détail. Le coût de tout augmente, que pour rendre le produit à un prix décent à nos consommateurs, il faut qu'on le vende à un prix beaucoup plus élevé aussi. Je pense que c'est la première personne de ma vie que je connais à entendre parler positivement du MAPAC, honnêtement. Mais j'ai toujours vu ça comme une espèce de contrôleur qui venait comme dire... c'est lui qui s'assure que la sécurité des aliments. Oui, bien sûr, mais tant mieux si c'est une expérience positive. Combien ça se vend, une canette comme ça? Écoute, sur notre site web, les caisses se vendent à coût de 12. Le shipping est gratuit au Québec pour 58 $. Fait que la canette te revient environ à 4 $. Il faut considérer le shipping là-dedans. Taxes incluses. À peu près, 58 plus taxes. 58 plus taxes, parce qu'on est au Québec. Hein. Mais, entre 4 et 5 $. C'est ça, 4 et 5 $. C'est ça. Puis, tu sais, pour 20 grammes de protéines, si vous comparez, genre, une barre de protéines à 15 grammes que vous prenez au dépanneur, vous allez voir que vous n'en sortez pas là, en bas de 3 $. Mais rajouter bourré de sucre, bourré de produits chimiques, d'agents de conservation, etc. C'est sûr que c'est un produit de niche parce que la valeur, même moi, là, quand tu me l'as présenté, j'ai fait, écoute, arrondissons-le, là, 5 $ plus taxes, OK? Ouais. 5,50 $. Tu te dis, Colin, sauf que d'un autre côté, tu prends un shake de protéines que tu achètes dans un gym ou sur le fly, c'est 12-13 $. Alors, tu sais, à un moment donné, il y a des choix à faire. Sauf que là, tu as 20 grammes de bonnes protéines. Mais dans ta stratégie de croissance, il y a le web. Il y a aussi de te trouver des distributeurs. C'est-tu difficile de se trouver des points de vente au Québec? Écoute, il y a deux difficultés là-dedans. La première, c'est que quand on parle à un gym, ils comprennent tout de suite la valeur du produit. J'ai pas besoin de leur expliquer c'est quoi de la protéine. Ils regardent 20 grammes, 80 calories. Tu as fait la mathématique tantôt. Ils font wow, mais quel produit, tu sais. Quand je parle à un dépanneur ou un autre type de commerce, eux, ils font OK, c'est comme un Gatorade.
On dit non, c'est pas du Gatorade. C'est comme le thé kombucha. Non, t'es vraiment à côté des deux tracks, là, c'est pas ça du tout. C'est une boisson protéinée. Fait que le défi de faire comprendre, même aux marchands, c'est quoi le produit. Le deuxième, c'est les coûts que le marchand veut se prendre et que le distributeur veut se prendre. On parle là, d'environ 60 à 70 %, ce qui nous laisse à nous juste 30 % de marge dans un produit qui est quand même, la protéine a augmenté, les prix de toutes les matières premières augmentent. Donc, notre défi est là, puis c'est pour ça qu'on n'en vit pas encore aujourd'hui. Fait que t'aimes bien ça quand on achète directement sur le site, toi. Fort possible. Je vais m'en commander. Mais tu sais, il y a des compagnies, je pense au succès planétaire de Midday, je ne sais pas si vous savez, c'est des petits carrés. Mid-Squares. C'est super bon. Mais tu sais, ça a commencé 100% site web. Puis là, c'est rendu que les détaillants l'achètent sur le site web pour le mettre en magasin. T'sais. Là, ils ont ouvert la distribution, mais je pense qu'il y a une stratégie, puis je ne suis pas dans votre affaire, là, mais il y a une stratégie de mettre la canette dans la main d'un gars comme moi. Comme là, je suis rendu que je te commande ça à coup de 24 canettes parce que j'en bois 5 fois par jour. Pas 5 fois par jour, excusez. 5 fois par semaine après des entraînements. Il est déjà rentré dans le régime. C'est ça, j'arrête pas de grossir. Ouais, c'est pour ça qu'il va se mettre à lever finalement comme un ballon. Vraiment intéressant en tout cas. C'est ça. Business, Mais en tout cas, on invite les auditeurs à aller voir le produit Protein Water. C'est Grit Nutrition. Super beau produit. Puis nous, on va continuer à t'inviter si jamais il y a un breakthrough dans ta business. Mais on encourage les auditeurs, bien entendu, à acheter des produits locaux du Québec. C'est fait au Québec, produit embouteillé ici. On dit ça embouteillé, c'est une canette en tout cas. On le dit aussi. C'est embouteillé dans une canette au Québec. Mais allez voir Grit Nutrition. Alors, Thiago, excuse-moi, Bolognese, merci d'avoir accepté notre invitation. Prends pas ça pour du cash. Merci à vous. Prends pas ça pour du cash. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.